Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce Paris Direct. Ravi de vous retrouver sur France 24. Voici tout de suite le principal titre de cette demi-heure, l'info du jour, évidemment consacrée aujourd'hui encore à ce 13e jour d'offensive. L'armée israélienne est nouveau en train de frapper massivement le régime des Mollahs, mais aussi le Liban voisin. Depuis le 28 février, le pays replonge dans la guerre. Prise en étau entre l'État hébreu et le Hezbollah, particulièrement virulent ces dernières heures. C'est ce que va nous dire dans quelques instants Serge Berberi, notre correspondant à Beyrouth, qu'on va joindre d'une minute à l'autre. Les échanges, bonjour Serge, qui se durcissent et l'inquiétude qui grandit au cœur de la population. Les frappes incessantes ont déjà fait des centaines de morts, plus de 800 000 déplacés également. La colère grandit au pays du Cèdre alors que les appels à la désescalade restent inaudibles. Le regard du politologue franco-libanais dans un instant, Ziad Majed, tout juste rentré de Beyrouth. Bonjour, merci d'être avec nous, on vous retrouve dans un instant. On jette un œil au sommaire de cette journée. Ce conflit en cours au Moyen-Orient provoque une perturbation historique de l'approvisionnement mondial de pétrole. La situation sur les marchés reste extrêmement volatile avec des cours du brut qui flambent. Les pays du Golfe sous les bombes. On vous montrera les dernières images impressionnantes, ont décidé de réduire leur production à conséquence directe à la pompe, nous dira Karina Chabour dans le club plutôt à 13h30 heure française. Et puis de cette guerre, il n'y a pas que les bombes qui font des dégâts humains et matériels, il y a aussi l'arme de l'information qui vise les esprits. On en parlera dans le club France 24 avec Ali Laïdi, notre spécialiste intelligence économique. Vous découvrirez des images irréelles parce qu'elles sont fausses. C'est un conflit qui s'installe et où l'on se rend coup pour coup. Au 13e jour de l'offensive sur l'Iran, le régime des Mollahs est toujours visé avec une grande intensité. Nous étions, il y a quelques minutes à peine, en direct avec Siavash Ghazi, notre correspondant à Téhéran. Il était au cœur de la capitale, sur un site visé par des frappes. On va maintenant, pendant cette nouvelle demi-heure, nous concentrer sur un autre flanc de cette guerre. Nous nous rendons au Liban voisin, le Liban frappé avec force par les Israéliens, l'armée israélienne qui annonce chaque jour, depuis presque 2 semaines maintenant, une nouvelle vague de bombardements. Après avoir ciblé hier le cœur de Beyrouth, c'est ce matin le front de mer, la corniche comme on l'appelle, qui a été touché, tout comme le sud. Des autorités qui comptabilisaient déjà 630 tués et plus de 800 000 déplacés et déplorent 8 morts de plus. On fait le point en images pour commencer avec Gaël Fonseca et puis on y revient juste après. Regardez. Ces derniers jours, Ramlet Al-Baïda était devenu un refuge pour certains déplacés. La nuit dernière, ce front de mer de Beyrouth a subi une frappe attribuée à Israël, faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés. C'est la 3e fois que le cœur de la capitale libanaise est touché depuis la reprise de la guerre. La banlieue sud de la ville, elle, bastion du Hezbollah, a connu l'une de ses nuits les plus violentes, tout comme d'autres régions du Liban. Israël dit avoir lancé une vague massive de raids, détruit des quartiers généraux du groupe chiite et des plateformes de lancement de missiles. L'armée de défense continuera d'agir avec force contre le Hezbollah terroriste qui a décidé de rejoindre le combat et d'opérer sous le patronage du régime terroriste iranien et ne permettra pas que les citoyens de l'État d'Israël soient atteints. Pour la première fois depuis le début de la guerre, le Hezbollah et les gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir mené une attaque conjointe sur Israël mercredi soir. Les roquettes et les drones visaient principalement des bases militaires près de Tel Aviv et à la frontière israélo-libanaise. Plusieurs missiles ont été interceptés, mais certains ont touché des quartiers pavillonnaires, comme ici, à Aniel, et fait plusieurs blessés. Voilà, le bilan des frappes israéliennes au Liban qui s'élève, le chiffre me parvient à l'instant, à 687 morts désormais. On est en direct avec Serge Berberi, notre correspondant à Beyrouth, et puis on vous fera réagir juste après, Ziad Majed. Bonjour à tous les deux. Serge, d'abord, un mot sur ces frappes particulièrement intenses depuis le 28, mais qui ont peut-être tendance à s'intensifier. On vient de voir ce que ça a donné ce matin, et je crois que là, au moment où l'on se parle, eh bien, il y a toujours des frappes israéliennes en cours.
Et la situation reste en tout cas très tendue au Liban. Dans la Beka, d'abord, l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes dans une localité près de Baalbek. Un bâtiment dans une ferme a été visé après un ordre d'évacuation. Quelques heures plus tôt, l'armée israélienne avait également menacé un immeuble dans une autre localité de la région. Selon l'armée israélienne, eh bien, ces frappes visent ce qu'Israël décrit comme des infrastructures militaires du Hezbollah. Et à Beyrouth aussi, la tension est à son paroxysme. Vous savez, depuis la nuit dernière, une frappe marquante a touché dans la nuit le front de mer. C'est une voiture qui a été visée par un drone israélien. Vous savez, cette zone est particulièrement sensible. Sa plage et ses avenues servent depuis plusieurs jours de refuge aux nombreux déplacés, notamment ceux de la banlieue sud de Beyrouth, qui a été le théâtre d'intenses bombardements la nuit dernière, de violentes déflagrations. L'armée israélienne dit agir contre des infrastructures du Hezbollah, des centres de renseignement du Hezbollah et aussi des structures appartenant à la force Radouane, c'est l'unité d'élite du Hezbollah. Le ministre israélien de la Défense a même averti que si le gouvernement libanais n'empêchait pas les attaques du Hezbollah, eh bien Israël agirait et pourrait prendre des territoires dans le sud du pays où la situation reste très très tendue. Vous savez, Israël qui occupe désormais plus de 18 positions le long de la frontière. Et plusieurs frappes israéliennes ont d'ailleurs été signalées dans cette zone. Des tirs de chars israéliens ont visé les abords de plusieurs localités frontalières le long de cette fameuse ligne bleue, la zone frontalière où des villages chrétiens continuent aussi de résister malgré tout. Plusieurs habitants refusent d'évacuer malgré les dangers. Pour de nombreux habitants chrétiens de cette zone frontalière, eh bien, la question est existentielle, car vous savez, la présence chrétienne dans ces villages frontaliers remonte aux toutes premières communautés chrétiennes du Levant, il y a près de 2000 ans. Merci beaucoup Serge Berberi, notre correspondant à Beyrouth, mobilisé jour et nuit depuis le début de cette offensive israélo-américaine. Il y a 13 jours maintenant. Ziad Majed, je disais en introduction, vous venez tout juste de rentrer de Beyrouth. Vous avez atterri hier soir, vous me disiez il y a quelques instants. Vous êtes franco-libanais, votre famille vit sur place au Liban. J'aimerais spontanément votre regard, votre sentiment aujourd'hui face à tout cela. Oui, alors, comme la plupart des Libanais, il y a un sentiment que c'est la guerre de trop. Depuis 1975, le pays est dans un cycle de guerre sans fin. Il y a eu la guerre civile, il y a eu l'invasion syrienne, il y a eu 2 invasions israéliennes en 1978 et en 1982. Le sud Liban est resté en partie occupé jusqu'en 2000, donc après la fin de la guerre. Et puis il y a eu la guerre de 2006, la guerre de 2023 et maintenant cette guerre-là, avec des déplacements qui deviennent des phénomènes de traumatisme collectif, à la fois pour les personnes déplacées qui à chaque fois doivent reconstruire tout, qui à chaque fois en quittant ne sont pas sûres qu'elles vont pouvoir revenir et retrouver leur maison et leur bâtiment et leur quartier et leur histoire, leurs souvenirs. Donc c'est un sentiment aussi d'impuissance et un sentiment d'abandon que ce pays reste depuis 50 ans maintenant à peu près le théâtre de confrontation avec une communauté internationale qui laisse en partie faire, puisque c'est surtout l'impunité qui s'impose, notamment l'impunité israélienne. Alors vous évoquez plusieurs sujets à la fois. On va évidemment reparler de ces déplacés dans quelques instants, parce que quand on dit 800 000 déplacés, en fait c'est bien plus que cela quand on le rapporte par exemple à une population française. On dit 11 millions de déplacés comparé à la population française. J'aimerais vous entendre sur ce sentiment. On entend la frustration comme un sentiment d'usure face à une guerre finalement qui revient sans cesse. On entend aussi de la colère vis-à-vis du Hezbollah libanais aujourd'hui. Oui, alors il faut savoir que le Liban, comme tous les pays du monde, connaît beaucoup de clivages politiques, mais dans le cas libanais, en plus des clivages politiques, il y a des clivages confessionnels. Et il y a chez une grande partie des Libanais un sentiment ou une position politique par rapport à Hezbollah, le considérant comme l'allié des Iraniens ou comme une branche armée
des gardiens de la révolution. Et donc, cette partie des Libanais en veut à Hezbollah, étant donné que le parti, après l'assassinat de Khamenei, a décidé de riposter à partir du Liban, donc causant, selon eux, selon ce récit, la guerre actuelle. Une autre partie des Libanais qui peut être pro-Hezbollah ou, disons, sans une véritable position par rapport au parti chiite, considère que de toute façon, les Israéliens préparaient une invasion du Liban. Il y a plusieurs déclarations confirmant que Tel Aviv souhaite imposer une domination, une hégémonie militaire dans le pays. Et donc, c'était une affaire de temps. Et puis, il y a, si vous voulez, si on regarde juste les rapports des Nations Unies, depuis le cessez-le-feu au Liban en novembre 2024, Israël a violé ce cessez-le-feu à 10 000 reprises. 14 000, on a comme chiffre. 14 000, violations du cessez-le-feu. Moi, je parle des 10 000 qui ont été évoqués en janvier, déjà 2026. Donc, 14 000 avec plus de 460 morts côté libanais, ce qui fait que la guerre n'a vraiment pas cessé. Elle s'est poursuite. Mais il y a certainement aussi une responsabilité de Hezbollah, dans le sens où si Israël attendait un argument ou voulait justifier sa nouvelle agression et sa nouvelle guerre contre le Liban, il y a eu cette attaque du Hezbollah qui a permis à Netanyahou de prétendre qu'il est dans une légitime défense et donc d'aller vers la barbarie qu'on voit actuellement s'abattre sur la banlieue sud, sur le sud Liban et d'autres régions. On entend ces différents points de vue. Finalement, pour résumer, est-ce qu'il n'y a pas du vrai dans chacun d'entre eux ? Chacun a un peu raison, non ? Absolument, absolument. Chacun a un peu raison. D'un côté, dans un État normal, il faut que l'État puisse avoir le monopole des armes. C'est à l'État libanais de décider quand il s'engage dans une guerre ou quand il signe un accord de paix. Ce n'est pas à une milice, même si elle a une légitimité dans certains milieux libanais. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, le Liban ne doit pas être concerné directement par le sort du régime iranien, même si il y a une guerre aujourd'hui qui viole le droit international contre l'Iran. On peut avoir une position extrêmement critique du régime iranien qui a massacré une partie de sa population, qui opprime la grande majorité de sa population. Mais ce n'est certainement pas à Donald Trump de faire la loi dans le monde, ni à Netanyahou qui est sous mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale et dont son pays et son gouvernement sont accusés de génocide. Donc il y a une frustration à travers toute la région et chaque point de vue peut avoir ses arguments parce que les Libanais ne doivent pas payer le prix d'une nouvelle guerre en Iran. Et en même temps, il y a la communauté internationale qui n'a jamais fait son travail par rapport au respect du droit international, qui a exclu le Liban et la région et qui a permis à Israël l'impunité après 2 ans de génocide à Gaza, après des attaques contre le Liban qui sont restées impunies, après une longue histoire aussi, il faut le dire, depuis 1978. Il y a une histoire d'occupation dans le sud Liban qui crée aussi au sein de la communauté chiite toujours ce sentiment de colère, d'incompréhension par rapport à leur vécu. Et dans un petit pays comme le Liban qui a été frappé souvent par la guerre, il y a aussi les anti-Hezbollah qui ont leur point de vue. Donc la responsabilité libanaise aujourd'hui, à mon avis, se trouve surtout dans la nécessité de faire tout ce qui est possible pour arrêter la guerre israélienne, pour arrêter les bombardements contre le pays et contre les Libanais et Libanaises, pour mettre fin à l'impunité israélienne et après pour, et ça c'est très important, pour que le gouvernement libanais ait le monopole des armes et le monopole de la décision de la guerre et de la paix et ne pas la laisser à un groupe armé comme Hezbollah ou comme tout autre parti politique. Tout cela est très beau sur le papier, on en semble très loin aujourd'hui de tout ça. On entend un gouvernement libanais qui s'offusque face à ces frappes israéliennes. Le Parlement libanais a décidé cette semaine de reporter de 2 ans les élections législatives, quand même, ce qui en dit long sur la situation. Les Israéliens, il y a quelques minutes, le ministre israélien de la Défense a dit avoir ordonné à l'armée de se préparer, je le cite, à étendre ses opérations au Liban, l'offensive terrestre. Est-ce qu'elle vous paraît inévitable aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas s'il va y avoir une offensive terrestre à l'ancienne, c'est-à-dire comme en 1978, comme en 1982. 82, l'armée israélienne est arrivée jusqu'à Beyrouth. J'étais à Beyrouth, on a été bombardé pendant 2 mois dans une ville, la capitale du pays, encerclée. Il y a eu des milliers de morts civiles sous les bombes israéliennes. Et puis, il y a eu l'occupation du Sud-Liban jusqu'au 25 mai 2000. Là, le scénario vous paraît différent ? Non, je pense que ce n'est pas le même scénario. On se rapproche plus d'un scénario
scénario à la 1978, quand les Israéliens sont arrivés jusqu'à Litani, en fait, et puis ils sont retirés vers une zone qu'ils ont qualifiée de zone de sécurité, qui est une zone d'occupation israélienne. Et on entend aujourd'hui des voix qui s'élèvent en Israël, au sein du gouvernement même. Smotrich, Ben Gvir et autres ont menacé, par exemple, de transformer les villages du Sud-Liban et la banlieue sud de Beyrouth en Khan Younes. Ils ont fait la comparaison, donc en une ville génocidée et urbicidée à Khan Gaza. Younes, c'est une ville palestinienne. C'est une ville palestinienne qui a été génocidée et urbicidée par les Israéliens. Donc ils menacent un scénario pareil au Liban. Il y a aussi des voix qui évoquent la nécessité d'occuper une grande zone dans le pays, profondeur, on évoque parfois 7 km, qui prend 8%, de 7 à 8% il faut rappeler toujours, l'échelle du Liban, tout est surface. Petit et très resserré. Le Liban fait 10 450 km², à peu près l'Île-de-France, dans un pays où il y a à peu près aussi 6 millions d'habitants, avec des centaines de milliers de réfugiés syriens, vu la révolution puis la guerre en Syrie, et de réfugiés palestiniens chassés de chez eux depuis 1948, après la Nakba palestinienne. Donc, dans ce pays-là, aujourd'hui, quand on évoque 800 000 déplacés, c'est qu'on est à plus de 10% de la population qui est déplacée, qui est frappée directement, qui risque de perdre tout, sachant qu'on est en pleine crise économique aussi depuis 2020, sachant que l'aide internationale à la reconstruction va tarder, si elle arrive, parce qu'il y a d'autres théâtres aussi de dévastation et de bombardements et de guerres, commençant par l'Ukraine jusqu'à Gaza, en passant par la Syrie et le Liban. Donc on est dans une situation qui va être dans la durée extrêmement difficile, conflictuelle. Vous avez évoqué, et je termine là, le Parlement libanais qui évite aujourd'hui d'aller vers des élections dans les conditions, dans les circonstances actuelles. Il reporte de 2 ans quand même, c'est de pas 2 rien. ans, exactement, et qui montre en même temps un paradoxe ou même un dilemme. Comment faire face à cette situation avec des divisions qui vont être peut-être de plus en plus amplifiées par la guerre actuelle, divisions politiques et confessionnelles. Comment faire avec la participation de Hezbollah si jamais il va y avoir des conditions plus tard pour la reconstruction qui écarterait le parti, bien qu'il siège dans le Parlement et au sein du gouvernement. Comment faire avec le système politique libanais qu'on appelle consociative et qui doit représenter toutes les communautés avec des quotas que certains aujourd'hui considèrent peu suffisantes par rapport à la croissance démographique des communautés qui n'est pas toujours équilibrée ou qui ne va pas dans la même vitesse. Donc il y a beaucoup de problèmes libano-libanais. Ça fait beaucoup de sujets en interne. Exactement. En plus de cette guerre et de l'agression israélienne qui se poursuit. J'aimerais qu'on parle du Hezbollah. Le Hezbollah libanais, les Israéliens le disaient quand même durement touché, neutralisé. Est-ce que je dois encore rappeler cette période des attaques au beeper, le chef du Hezbollah libanais tué? Que représente aujourd'hui cette menace pour les Israéliens? On vient de voir le Hezbollah ces dernières heures, je ne sais pas si on a des images à montrer à nos téléspectateurs, s'allier au régime des mollahs iraniens. Et ça, c'est quand même assez nouveau et ça mérite peut-être une analyse pour frapper assez massivement cette nuit, notamment le nord d'Israël. Il y a une pluie de drones et de missiles qui ont été pour la plupart évidemment interceptés, mais qui font quand même des dégâts et des victimes quand ils retombent au sol. Ces deux puissances qui s'allient comme ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, juste, il faut savoir que Hezbollah a été créé officiellement en 1983, donc suite aux 2 invasions israéliennes qui avaient déjà ravagé le sud-Liban et frappé notamment la communauté chiite, parce qu'elle se trouve géographiquement à proximité de la frontière israélienne. Donc, il est né bien après les invasions israéliennes et après la révolution iranienne. L'exportation de la révolution iranienne et de son idéologie a contribué à la création de Hezbollah, avec la complicité du régime syrien dans le temps qui occupait une partie du Liban. Et il y avait une justification également par rapport à l'occupation israélienne qui avait déjà commencé. Donc Hezbollah s'est construit une certaine légitimité au sein de la communauté chiite, soutenue par l'Iran et par le régime syrien, et il a créé des réseaux, en plus de son aile militaire, des réseaux d'aide sociale, d'hôpitaux. Très implantés au sein de la population et de la communauté libanaise. Exactement, notamment dans le sud et dans la Bekaa et dans la banlieue sud. Et il faut savoir que la banlieue sud, démographiquement, elle est surtout formée de populations déplacées du sud Liban
et de la Bekaa, soit déplacés pour des raisons économiques, l'exode rural dans les années 50 et surtout 60, soit à cause de la guerre et de l'occupation israélienne à partir de 78. Et la banlieue sud, c'est l'annexe directe de Beyrouth. Il n'y a pas une séparation territoriale d'un immeuble à Beyrouth. On voit toute la banlieue sud. L'aéroport de Beyrouth, il se trouve au sein de la banlieue sud, dans un sens c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Je vous ai demandé comment s'est passé le vol retour. Est-ce qu'on quitte facilement le Liban au milieu de ces bombes ? Les pilotes sont extrêmement courageux et sont malheureusement, je veux dire, habitués à atterrir, à décoller au même moment où il peut y avoir des raids aériens ou des bombardements à quelques centaines de mètres. C'est ce qui s'est passé hier quand vous avez C'est ce qui s'est passé pour beaucoup de Libanais qui font des allers-retours pour voir leur famille et pour parfois tenter d'aider ou de voir ce qui est possible sur place. Donc Hezbollah est aussi le produit de la crise politique libanaise, de la crise de la communauté chiite, de l'exportation de la révolution iranienne, de l'occupation israélienne. Et aujourd'hui, il articule ses actions militaires en relation directe et organique avec l'Iran, ce qui agace et ce qui crée la colère chez beaucoup de Libanais qui se sentent impliqués ou qui se sentent entraînés dans une guerre qu'ils n'ont pas choisie. En même temps, l'argument de la base sociale de Hezbollah, c'est que nous sommes frappés régulièrement et sans arrêt depuis de longs mois. Et finalement, Hezbollah riposte pour la première fois. La non-proportionnalité ou la disproportionnalité dans la réplique israélienne est en soi aussi une violation du droit international. Mais c'est sûr que Hezbollah rentre dans la stratégie iranienne aujourd'hui de diversion des fronts, de pouvoir créer une situation dans toute la région qui impose aux Américains et aux Israéliens soit d'arrêter la guerre, soit de négocier. Mais ce que je crains personnellement, c'est qu'on, même si l'action de Hezbollah est connectée aux Iraniens, il se peut qu'il y ait un accord en Iran pour arrêter la guerre sans qu'il y ait un accord au Liban. Donc il se peut qu'Israël poursuive ses opérations militaires au Liban et donc ravage encore plus les habitations et les zones peuplées au Liban et déplace davantage de Libanais et tue davantage de Libanais au moment où Trump pourrait accepter la fin de sa guerre contre le régime iranien et contre l'Iran. Qui a, je le rappelle, déclaré cette nuit, on va quand même terminer le travail, lâchant ces simples mots comme ça à sa base électorale. Une réaction, tiens, à l'instant, la Turquie appelle à un arrêt des attaques israéliennes avant l'effondrement du Liban. Je vais vous poser la question, est-ce que c'est ça qui menace le Liban demain ? Oui. L'effondrement ? Il y a, je ne vais pas dire effondrement parce que on a subi déjà plusieurs effondrements politiques, économiques, de guerre, et le Liban a réussi à rester debout malgré tout. Ça, c'est la résilience du franco-libanais qui parle quand même. C'est la résilience, et je comprends mes amis libanais qui n'aiment plus ce terme, parce qu'on n'est pas censé vivre dans la résilience. On est censé vivre, en fait, et non pas survivre, comme ça a été le cas depuis 2 générations maintenant, voire plus. Mais en même temps, il se peut qu'on traverse, après la fin de cette guerre, une longue période d'instabilité, d'incapacité à reconstruire, de déplacement permanent, dans un certain cas, d'une partie de la population qui ne va pas réussir à retrouver ces maisons, ces villages dévastés, bombardés, détruits par les Israéliens. Et il peut y avoir beaucoup de tensions internes aussi entre les pro-Hezbollah et les ou les opposés à Hezbollah. Le gouvernement libanais, sans aide internationale et sans appui à l'armée nationale pour pouvoir imposer la souveraineté, va rester un acteur qui fait parfois des bons discours, qui prend les bonnes positions, mais il n'arrive pas à les concrétiser, vu les rapports de force dans le pays, et vu aussi l'impossibilité d'étendre la souveraineté de l'État sur tout le territoire, au moment où il y a chaque jour des dizaines de raids aériens israéliens, des bombardements, des menaces, et peut-être des opérations sur le sol pour élargir la zone qu'ils occupent déjà, comme ils l'ont fait en Syrie, où ils ont élargi leur occupation, comme ils tentent aujourd'hui à Gaza, après le génocide, de préserver 50% du territoire gazaoui sous leur occupation, comme ils le font en Cisjordanie, où les Israéliens essayent d'annexer une grande partie du territoire de la Cisjordanie. Donc on est aussi face à un projet israélien
que Netanyahou lui-même l'a qualifié du Grand Israël. Si on ne veut pas utiliser cela comme référence, mais il y a une volonté d'imposer une hégémonie militaire israélienne à travers toute la région, et cela évidemment aura toujours des conséquences. Ça fait plus de 70 ans que les Israéliens tentent par la force d'occuper, de déplacer, et malgré les équilibres qui n'existent pas d'un point de vue militaire, puisqu'il y a l'appui américain et les complicités européennes avec Israël, malgré cela, ça n'a mené nulle part. Alors c'est intéressant. Donc sans justice et sans droit international, il n'y aura jamais de paix dans cette région. Vous parlez de complicité européenne avec Israël. Je citais la Turquie, la réaction de la Turquie à l'instant qui appelle à une désescalade. À qui les Libanais peuvent-ils s'accrocher aujourd'hui? La France, peut-être? Oui, Emmanuel Macron, qui a exhorté les Israéliens hier, a clairement renoncé à une offensive terrestre, qui appelle aussi le Hezbollah à immédiatement ses frappes sur l'État hébreu. Est-ce que les Français ont leur rôle à jouer dans tout ça? Alors, vous savez que Beyrouth a toujours compté sur Paris pour venir en aide. Il y a eu les relations spéciales pour différentes raisons, l'éducation, les rapports économiques, l'histoire. Mais est-ce qu'on arrive à peser face aux Israéliens? Non. Et le problème, c'est que depuis pas mal d'années maintenant, si je me permets, depuis le mandat de Sarkozy, la France a perdu son poids dans la région, puisqu'elle s'est trop alignée et puisqu'elle est devenue de plus en plus proche de Washington dans la plupart des positions. La France a perdu un peu sa marge de manœuvre en tant qu'État capable de rappeler tout le temps le respect du droit international et de jouer l'équilibriste, de trouver des moyens pour faire des médiations. Il faut des positions plus tranchées, c'est ça que vous êtes en train de dire? Bien sûr, il n'y a pas de position tranchée de la part de la France depuis très longtemps. La déclaration du président Macron, elle est tout à fait correcte, mais est-ce qu'il arrive aujourd'hui à concrétiser lui-même ses positions? L'alignement sur les positions américaines, le mépris du droit international, le fait que la France a contribué à ce mépris du droit international, y compris actuellement dans les positions par rapport à Gaza, dans les positions par rapport au fait que Benjamin Netanyahou est sous mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité par la CPI, et la France lui laisse traverser l'espace aérien français, par rapport à la campagne qui a été menée contre Albanese et les Nations Unies, par rapport à plusieurs questions de la région, la France a perdu sa crédibilité. Et même s'il y a des bonnes volontés par rapport au Liban, mais vis-à-vis des Israéliens, il n'arrive plus à jouer le rôle qu'il devait jouer s'il ne s'était pas aligné sur la position de Washington et sur on entend ce que vous l'appui dites, des Israéliens. Juste un mot à tous les téléspectateurs libanais qui nous regardent. Vous venez de rentrer de Beyrouth. En un mot, un message. Si Alors, le message, c'est la solidarité avec les gens qui sont sur place. C'est l'aide aux organisations de la société civile libanaise qui se mobilisent pour aider les déplacés. Et c'est la nécessité, surtout, d'arrêter cette guerre israélienne. Et plus tard, on aura énormément de discussions sur la responsabilité de Hezbollah et sur comment reconstruire le Liban. Mais la seule priorité, arrêter l'agression israélienne et soutenir la société civile libanaise. Ziad Majed, auteur de cet ouvrage, Le Proche-Orient, Miroir du monde, comprendre le basculement en cours. Merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour, de retour donc de Beyrouth il y a quelques heures. Restez à nos côtés. Dans quelques instants, ce sera le journal de Paris Direct. À tout de suite.